à ceux qui viennent d'arriver. On est parti pour la deuxième période de la grande team. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, on est content de vous retrouver sur le plateau. C'est réciproque. Vous vous êtes bien reposé, vous avez repris des forces. Super. Eh bien, c'est le plus important. On est en direct jusqu'à 22h, donc vous pouvez nous dire tout ce que vous pensez de l'émission sur la page Facebook de la 3. On se fera un plaisir de vous lire pendant toute la durée de cette émission. Vous pouvez également continuer à voter pour la petite question sondage et puis à nous laisser vos avis. Pensez-vous que Messi va finalement rester au Barça? Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais vous pouvez dès à présent nous dire ce que vous en pensez, toujours sur notre page Facebook. Il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Il a joué au Stade d'Abidjan, il a entraîné ce Stade d'Abidjan et aujourd'hui, eh bien, il est sur le plateau de la grande team pour nous dire tout ce qu'il fait et puis nous dire tout ce qu'il pense aussi du championnat ivoirien. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau Monsieur Lassina Traoré. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bon, ben écoutez, on est content de vous recevoir. Ouais, moi, pareillement. Alors, vous avez été l'un des grands attaquants du championnat national de Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous le fait de ne pas avoir connu, je dirais, une carrière internationale, tout simplement? Effectivement, sur le plan national, c'est quand même très intéressant dans la mesure où moi, j'alliais sport et études. Donc, d'abord, en un premier temps, j'étais étudiant. Je jouais à l'Abidjan Université Club. Donc, en maths physique. Donc, le temps ne me permettait pas véritablement de concilier les deux entités. Mais, par amour, donc, j'arrivais petit à petit à sécher un peu le coup pour pouvoir vraiment vivre un peu de ma passion qui est le foot. Mais bon, c'est quand même un peu paradoxal. Mais il faut dire qu'à l'Abidjan Université Club, j'étais le capitaine. Oui. Et c'est à l'issue de ça qu'au cours d'une coupe nationale, que le stade m'a recruté. Donc j'étais d'abord défenseur. Et lors de ce match-là, j'ai décidé de jouer avant-centre. Et puis bon, voilà, j'ai marqué 2 buts. Et c'est à l'issue de ça que le stade m'a recruté au temps de Innocent de Fou. Donc c'est de là que l'aventure avec le stade d'Abidjan, ça a commencé. D'accord. On a une photo de vous là. Voilà. Mais où sont passés les cheveux? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout. Bon, vous savez, arrivé à un certain moment, avec du recul, lorsque vous êtes un entraîneur, il y a certains visages qu'il faut donner quand même aux enfants. Et puis leur montrer que bon, ben voilà, il y a des différentes étapes qu'il faut traverser, et du stade joueur jusqu'à maintenant entraîneur. Voilà, et nous sommes des éducateurs, nous avons donné un bon exemple à nos enfants. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé quand même pour le moment de passer à une autre étape, qui est vraiment le mode éducateur. C'est ça. Donc, entraîneur au Stade d'Abidjan pendant quelques mois. Vous avez été remercié pour insuffisance de résultats. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Bon, d'abord, tout a commencé avec l'équipe du Stade d'Abidjan en Ligue 1, où j'ai été adjoint du Ghanéen Fripon Mansou. On a eu quand même de très bons résultats. Et à l'issue de cela, bon, j'ai été déversé un peu. Il y a eu le championnat U20 pour ce qui concerne le championnat national. Donc, je suis allé faire encore mes preuves là-bas, où on a terminé vice-champion de Côte d'Ivoire contre la société Omnisport de l'armée. Et après ça, moi j'envisageais toujours, j'ai passé mes diplômes, j'envisageais toujours prendre les arènes de cette équipe-là qui m'est chère et que j'aime, je dis bien, d'un amour sincère. Et donc, à l'issue de cela, il y a eu un réaménagement au niveau de la tête du stade d'Abidjan où Souleymane est arrivé, Sidibé. Et donc, il m'a fait confiance, il m'a nommé directeur sportif. Et donc, dans l'organisation, il fallait quand même essayer de réorganiser cette équipe du Stade d'Abidjan du point de vue académique, structurel, et puis ainsi de suite, avec une certaine politique évolutive pour pouvoir permettre au Stade d'Abidjan, dans une bonne organisation, pouvoir rebondir comme
la situation, elle est présente. Donc, après cela, il y a eu des problèmes de résultats. Et donc, rapidement, le président a demandé à ce que je prenne l'équipe pour la Coupe d'Afrique. Et donc, c'est à l'issue de ça que je suis venu sur le tas, parce que c'est vrai que j'étais directeur sportif, mais les recrutements étaient assignés à Nyakala Nyassi, qui était l'entraîneur titulaire. Donc j'ai pris cette équipe-là en cours. Hein, et ensuite, nous sommes allés en Mauritanie. On a fait un très bon résultat. Donc, on a eu une indice et on a rencontré quand même une grande artillerie qui est l'étoile sportive du Sahel, qui n'est pas quand même la porte d'à côté. Absolument. Voilà, et donc on a été battu 3-0. Et au match retour, on a gagné cette équipe-là 1-0. Moi, je pense que c'est en dehors même du résultat, il faut voir déjà l'aspect pour une équipe de 2-2 qui arrive quand même à franchir une étape avec un entraîneur qui fait ses débuts et qui est de la maison. Je pense que les dirigeants du Stade d'Abidjan auraient pu quand même prendre un peu de recul, même pour moi, ils ont souhaité, puisque dans le championnat, ça me faisait, je crois, 6 matchs sans défaite. Voilà. Et donc pour eux, ils disent que bon, ils ne voient pas. Donc vous ne comprenez pas leur décision. Ils ne voient pas qu'ils sont en train d'atteindre leur objectif. Mais ça arrive à tous les joueurs et tous les entraîneurs dans ce cas de figure-là. Là, j'apprends que vous étiez défenseur. Je ne savais pas du tout, parce que quand on vous a vu jouer, vous étiez sur le front de l'attaque. C'est vrai que vous n'étiez pas très technique, mais vrai renard de surface, quoi. Je dis, est-ce que c'est le fait d'avoir joué derrière pendant longtemps qui vous permettait d'avoir ce sens du placement devant pour mettre autant de buts, comme ça a été le cas durant les différents championnats? Bon, il faut dire d'abord qu'au lycée moderne de Séguéla, j'étais gardien de but, d'abord. Décidément. Voilà, j'ai franchi quand même les différentes étapes et ça m'a donné quelques sensations de savoir, en tant que gardien de but au lycée moderne de Séguéla, avec Ibrahima Bakayoko, qui en ce moment, au moment où nous jouons au Yannis Sport de Séguéla, Ibrahima Bakayoko était ramasseur des balles. Ouais. Et donc, de là, il y a eu quand même des sensations que j'ai eues en tant que gardien de but. Dans les 7,32 m, il faut savoir déjà comment, en tant que mathématicien aussi, il faut avoir les visions angulaires. Voilà, donc pour pouvoir aussi mettre le ballon. On l'a provoqué là. Et donc chemin faisant, après ça, selon l'évolution, quand je suis arrivé à l'Abidjan Université Club, c'était un peu difficile. Vous savez, il y avait des dévanciers comme les Konak en Sévère, ainsi de suite. Donc il fallait venir petit à petit, donc en tant que défenseur, petit à petit. Après, on avait un milieu de terrain qui était absent. Donc, j'ai joué 2 ou 3 matchs en tant que milieu défensif. Et après, on avait un dirigeant du Stade d'Abidjan, paix à son âme, qui n'est plus de ce monde, qui à chaque fois m'emmenait un peu à Boisseau pour pouvoir jouer des tournois. Et à l'issue de ça, moi, je jouais un peu en attaque. Et il m'a dit, mais Traoré, je pense que il serait mieux pour toi de jouer avant-centre parce que tu es très adroit devant le but. Ah, il a bien fait. Voilà. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai pris confiance. Et puis, bon, un jour comme ça, mais ça a été difficile avec mon entraîneur, Koulibaly, en ce moment à l'AUC. Et donc, il a accepté. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, comme vous pouvez le savoir, moi, personnellement, je suis un gagneur. Voilà. Un baroudeur. Un baroudeur. Et pour moi, défenseur comme attaquant, moi, personnellement, je badine pas. C'est ça, et vous avez eu une belle carrière. Merci. Et bien voilà. Bon, alors si vous avez des questions à poser à notre invité, le coach Lassina Traoré, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Alors coach, on va continuer, on va parler un petit peu de toute l'actualité si vous voulez bien. Bien sûr. Eh bien c'est parti pour l'actu. Alors, au moment où les sélections européennes reprennent du service avec la Ligue des Nations, où en sont les équipes nationales africaines? Depuis novembre 2019, les sélections africaines n'ont plus disputé le moindre match. La crise sanitaire due à la Covid-19 ayant obligé les sélectionneurs à ranger leurs affaires et à se tourner les pouces en attendant que la situation s'améliore. En ces derniers mois, même si ce n'est pas encore la sécurité sanitaire totale, les activités sportives ont repris dans de nombreux pays du monde. D'ailleurs, les sélections européennes ont entamé leur premier regroupement post-Covid. Qu'en est-il des équipes nationales africaines ?
Un mois nous sépare de la rentrée des stades pour les sélections nationales africaines. Mais avant, les états-majors se préparent. Il y a plusieurs semaines, Patrice Baumel, le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, indiquait qu'il a coché 80 noms de joueurs sélectionnables. Il a même eu des échanges téléphoniques avec certains d'entre eux. Fin septembre, début octobre, il devrait dévoiler sa première liste depuis sa prise de fonction. Car le 9 octobre prochain, les éléphants devraient affronter les Super Eagles en amical en Autriche. L'information a été rendue publique par la Nigeria Football Federation. Les autres sélections ne sont pas en reste. 3 jours après son match contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria sera face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, toujours en Autriche. Mais 4 jours avant, les hommes de Monder Kebaïer recevront à Tunis le Soudan. Côté champion d'Afrique en titre, un stage courte durée, du 15 au 13 octobre en Europe, est à l'étude. Il devrait être conclu par un match amical avec une sélection africaine. Après 10 mois d'inactivité, les sélections nationales africaines vont reprendre le chemin des centres d'entraînement et des stades. Afin d'aborder la suite des éliminatoires de la CAN 2021 reportée à 2022, ce sera une reprise progressive avec des matchs amicaux. Eh oui, on reprend du service. Alors, c'est une bonne nouvelle quand même pour les sélections africaines, n'est-ce pas, coach? Oui, c'est une très bonne nouvelle, même si le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a signifié que la santé était la priorité absolue. Mais pour tout ce qui concerne le football africain, c'est quand même une très bonne nouvelle de retrouver nos sélections et puis chercher à progresser malgré l'évolution de cette pandémie. Je pense que tous les Ivoiriens, y compris les Africains, sont certainement du même avis que moi. Oui, 10 mois, c'est très long. 10 mois, c'est très long. 10 mois d'inactivité pour nos sélections nationales africaines. On commençait à se poser des questions. On se demandait quand est-ce que cela allait prendre fin. Et jusqu'à présent, j'espère tout simplement que cette période-là va passer derrière nous parce qu'il y a eu de cela quelques jours, on avait annoncé la reprise des activités pour les sélections nationales africaines avant un report qui, je crois, est arrivé même de la FIFA. Et là, la CAF a décidé tout simplement, et la FIFA ils ont décidé d'un commun accord de permettre aux sélections africaines de retrouver les aires de jeu juste après les sélections européennes. Ça va nous permettre de revoir tout simplement nos équipes nationales, de voir à quel niveau se situent nos joueurs. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu l'information de la contamination de certains d'entre eux. Sûrement que le spectacle ne sera pas au rendez-vous au vu de la saison européenne qui s'est terminée de manière éparse sur le continent. Mais on attendra de voir ce que cela va donner, surtout pour nos pachydermes, dont on attend énormément, puisqu'on a la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. Alors, justement, selon la fédération nigériane, les Super Eagles affronteront les éléphants le 9 octobre prochain en Autriche. Est-ce que c'est l'adversaire idéal pour une reprise quand même après 10 mois d'inactivité, Yellow? Oui, pourquoi pas, parce que ces deux sélections ne sont pas étrangères l'une à l'autre. De 2008 à 2015, se sont rencontrées 5 fois. Il y a eu 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires pour le Nigeria. Le dernier match amical entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria a été soldé par 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire, un but qui a été marqué par Salomon Kalou à la 83e minute. Donc pour moi, ces équipes-là ne sont pas tellement étrangères, elles se connaissent. Donc, et quand on sait que la sélection nigériane est une équipe très physique et technique, pourquoi pas tester cette équipe-là pour revoir encore nos joueurs en pleine forme? Non, on pourrait avoir peur, parce que le Nigeria, c'est un sacré morceau quand même. 3e au plan africain, 31e au plan mondial, demi-finaliste de la dernière CAN, mondialiste en 2018, avec des hommes importants, notamment Gernot Rohr, l'entraîneur de cette équipe du Nigeria, Ahmed Moussa, excellent joueur, Igalo également. Donc c'est vraiment une grosse machine qui sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ce match amical. Puis c'est 2 grandes nations du football qui se connaissent parfaitement, qui se sont souvent croisées dans des grandes compétitions et qui là vont livrer un match assez intéressant. Oui, c'est vrai, on pourrait avoir peur, mais c'est le type d'adversaire qui vous permet tout de suite d'avoir une vraie idée, une réelle idée de ce que vous valez en ce moment précis. Donc 10 mois après, on aura la possibilité de voir exactement quel est le niveau exact de nos garçons, de l'équipe des éléphants, par rapport donc à tout ce temps d'inactivité. Car il faut savoir quand même que sur le programme, au mois de septembre, il n'y a pas de match. Octobre, la finale pour les matchs amicaux. Mais dès novembre, on reprend la compétition. Et nous sommes 3e du groupe K
derrière donc l'équipe de Madagascar qui est en tête avec 6 points. Et on joue l'équipe malgache. Donc tout de suite, si on se mesure bien à cette équipe du Nigeria, ça peut nous permettre de bien entrer dans le match face à l'équipe de Madagascar. Et donc c'est un excellent adversaire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord, coach? Parce qu'on parle quand même de 10 mois d'inactivité. Donc, est-ce que affronter comme ça d'entrée de jeu une équipe aussi costaud que celle du Nigeria, costaud sur le plan du jeu, est-ce que c'est évident? Est-ce que ça va pas, est-ce que ça va pas être compliqué pour les éléphants? Non, pas vraiment. C'est un match amical et ça va permettre à Baumel de quand même de peaufiner un peu son réglage. Parce que vous savez, lorsque vous êtes un technicien, ce genre de match comme ça vous permet d'avoir déjà une visibilité de la compétition à venir. Surtout que l'équipe malgache, comme l'a si bien dit mon confrère, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Et deux matchs, 2 victoires. Donc ça veut dire que cette équipe-là, elle n'a pas usurpé, disons, ces 2 victoires, puisque lors de la dernière CAN, elle a montré aux yeux des uns et des autres que c'est une nation grandissante qui en veut gros et qui est en train de montrer à tout le monde qu'elle a quand même des qualités énormes. Donc, moi, je pense que ce match contre le Nigeria sera un match un peu plus facile que le match contre l'équipe contre les Malgaches. Parce que là encore, il aura un peu la pression de l'équipe du sélectionneur, il aura de nouveaux joueurs qui vont vouloir encore montrer qu'ils méritent la sélection nationale. Donc ce genre de match, c'est vraiment la bienvenue. Et si la Côte d'Ivoire avait l'opportunité, avant cette double confrontation, de pouvoir jouer encore 2 ou 3 matchs, je pense que ça permettrait quand même à Baumel de peaufiner. Parce que 80 joueurs, c'est vrai, ils sont peut-être à un niveau sensiblement égal, mais au niveau de la compétition, il y a l'expérience, parce que surtout avec le retour ou les différents appels de Gervinho, ainsi à gauche, à droite, et sans oublier que nous avons des éléments qui, au sein de l'équipe nationale, qui ne vont plus jouer dans des championnats assez huppés comme le championnat européen. Vous voyez qu'il y a Salomon Kalou qui est allé à Botafogo au Brésil. Et donc, il y a certains joueurs aussi qui vont s'expatrier en Turquie, donc, où le niveau du championnat n'est pas comme celui du championnat anglais, comme espagnol, ainsi de suite. Donc tout ça aussi, ça peut jouer un peu dans la balance. Et ça ne sera pas vraiment facile pour Baumel. Donc il va devoir vraiment court-circuiter les choses et puis peut-être se baser sur son expérience avec l'équipe nationale en 2015, avec le sélectionneur Everena, pour peut-être asseoir quelque chose. Et avec l'évolution, maintenant, c'est vrai que ça paraît un peu plus pressé, mais je dis que c'est un très bon match. Mais pour nous, comme il faut le dire, il faut paraître au plus précis. Oui. Voilà, avec vraiment les éléments qu'il faut, là où il faut, pour pouvoir permettre à l'équipe ivoirienne, dès à présent déjà, de faire un bon résultat contre les Barros, et puis maintenant envisager le futur avec beaucoup plus d'optimisme. D'accord. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, la situation à la FIFA est un petit peu compliquée. Est-ce que ça va favoriser une reprise sereine pour nos éléphants? En toute franchise, je ne le pense pas. On sait que c'est un environnement qui est imbriqué. Si du côté de l'organisation du football ivoirien, pour l'instant, on est dans le flou. C'est vrai qu'on a un comité qui évacue les affaires courantes, mais c'est vrai que certains athlètes se posent des questions. Ce sont des êtres humains. Mais à côté de cela, ils seront restés plutôt, excusez-moi, assez professionnels dans leurs objectifs. Parce que là, ils évoluent également pour leur carrière, même s'il s'agit également de permettre à la Côte d'Ivoire d'épingler une 3e étoile sur son maillot. Donc, ils iront quand même avec un esprit assez professionnel, légèrement dégagé, mais avec toujours une petite pensée pour ce qui se passe un temps soit peu au sein de leur maison. D'accord. Alors, la reprise d'octobre précède le retour des éliminatoires de cette CAN 2021. On vous le disait il y a un instant. Eh bien, voyons le calendrier. Oui, en compagnie de Dorgelès Kofi. Rebonsoir Tia. Allez, rebonsoir Dorgelès. Et Tia, du 9 au 17 novembre 2020, on aura 3e et 4e journée. Et puis, du 22 au 30 mars 2021, les journées 5 et 6, lors de la 3e et 4e journée, la Côte d'Ivoire va jouer une double confrontation avec Madagascar.
Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, dans le groupe K, celui de la Côte d'Ivoire, regardons ensemble, premier Madagascar, 6 points, deuxième Éthiopie, 3 points, troisième la Côte d'Ivoire avec 3 points, et puis quatrième le Niger, Tia. Merci beaucoup, D'Angeles. Réaction. On n'a plus droit à l'erreur dans cette poule parce que les Malgaches sont devant. Donc il va falloir les gagner rapidement sur les doubles confrontations qui arrivent là, novembre et mars. Mais c'est dans nos cordes hein, parce qu'on a une belle équipe. Et vous avez parfaitement raison de vous inquiéter parce que c'est vrai que l'environnement n'est pas très bon en ce moment au plan local. L'ambiance est un peu délétère hein, avec cette affaire d'élection à la Fédération ivoirienne de football. Donc d'un point de vue ambiance, c'est pas bon. Mais d'un point de vue... environnemental. Oui. Mais d'un point de vue sportif, on devrait avoir, je dis, un peu d'assurance quand même. Parce que dans l'ensemble, nos garçons ont fait de belles saisons du côté de l'Europe, notamment la belle bande là-bas en Italie. Et donc, logiquement, l'ossature de l'équipe devait reposer sur des joueurs professionnels. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Oui. Et donc, le Nigeria est un bon adversaire. Autant jouer une bonne équipe pour faire des réglages dans un match amical dans lequel on ne recherche pas toujours un résultat, mais plutôt à travailler sur un certain nombre d'éléments, notamment l'ossature de l'équipe, certaines combinaisons en défense, au milieu et en attaque, voir certains joueurs en situation de jeu, sous pression, dans des compétitions importantes, dans une équipe comme celle des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc autant jouer un gros morceau comme le Nigeria, plutôt que de jouer une faible équipe, donner pour avoir le sentiment qu'on est bon et puis aller faire un mauvais résultat face à l'équipe de Madagascar. Donc à mon avis, le programme est bon, mais vraiment, 10 mois après, on a vraiment envie de voir à quoi ressemblent véritablement les éléphants en ce moment. Eh bien, vous le verrez. Hein. Donc, le 9 octobre, ce sera en Autriche, le Nigeria, voilà, face à la Côte d'Ivoire. On va revenir un petit peu avec vous, hein, coach. On aimerait savoir pourquoi un club mythique hein, comme le Stade d'Abidjan, qui a déjà remporté la Ligue des Champions, peine à revenir comme ça hein, au premier plan aujourd'hui. Pour ce qui m'a été donné de constater en tant qu'un jeune, d'abord parce que vous savez, quand vous parlez de 66, peut-être que je n'étais pas encore né. Voilà, vous dites? Peut-être. Je n'étais pas encore né, voilà. Donc, pour un club aussi prestigieux, emblématique, qui est une référence en Côte d'Ivoire et même sur le continent africain, il faut reconnaître que je pense qu'au niveau du Stade d'Abidjan, on peut expliquer cela par le fait que la relève n'a pas été assurée comme il se fallait. Le Stade d'Abidjan était reconnu comme le club très réputé pour sa formation. On a vu le Futuro et le Stade d'Abidjan, il y a eu quand même des grands joueurs qui sont sortis dans cette académie. Et donc, le Stade d'Abidjan, arrivé à un certain moment, a fait fi un peu de sa formation au détriment peut-être de certains résultats. Et puis, sans oublier que les dirigeants n'ont pas eu peut-être le réflexe dans une projection de pouvoir encadrer les jeunes qui, disons, qui ont eu l'opportunité de s'expatrier, pour leur permettre quand même de revenir un peu à la maison et puis permettre à la nouvelle génération de pouvoir comprendre comment le Stade d'Abidjan fonctionne. Vous savez, c'est un club, comme on le dit, c'est le club des intellectuels. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez au Stade d'Abidjan, c'est un club quelconque où même il y a certaines personnes même qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc il y a tout ça et c'est toute cette philosophie-là que le Stade d'Abidjan a vraiment martelé là-dessus, qui ont entraîné vraiment ce déclin-là. Vous oubliez quelque chose, coach. Il y a aussi le fait que les anciens joueurs du Stade ne s'entendent pas. Quel est le problème déjà ? Bon, dit que les anciens joueurs du Stade ne s'entendent pas, moi je pense que, vous voyez, le Stade d'Abidjan est considéré comme un village. Et dans un village, c'est un exemple que je prends, hein, dans un village, il y a la famille. La famille, il y a le quartier, et le quartier, il y a le village. Mais quand, au niveau de la famille, il n'y a pas une attente, on fait appel quand même au chef du village, pour qui aussi peut, dans un cadre, dans le but quand même d'assister disons, à cette union-là, appelle le quartier pour former quand même un bloc et puis trouver une solution. Mais au niveau du Stade d'Abidjan, on a laissé quand même traîner beaucoup de choses et ça a entraîné au fur et à mesure. On n'a pas voulu, on a déplacé les problèmes, on n'a pas voulu les résoudre comme il se fallait, comme au temps de Mondon. Mondon, lorsqu'il y a un problème, il tape sur la table, il donne des directives. Mais maintenant, les nouveaux présidents qui sont arrivés, dès qu'on voit que, par exemple, je prends le cas Traoré, parce que c'est un cas qui est beaucoup plus probant.
lorsque Traoré il arrive, il dit, bon, ok, bon, voilà, moi j'ai ma vision, j'ai fait 11 ans à travers le monde, voilà ce que moi je peux apporter au stade d'Abidjan. Voilà. Et donc, si Traoré est entraîneur et qu'il y a des insuffisances, mais on ne peut pas expulser Traoré directement de la famille. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, il y a toujours des attaques, il y a des atteintes. Non, c'est-à-dire que quand on vous entend, on a le sentiment qu'il y a un peu une guerre des personnes au sein du club. Mais je crois savoir que la dernière bonne époque du stade, en termes de jeu, c'est votre groupe-là. C'est notre génération. Konan Kansever, Ndakwadio, Bassone Maurice, et même un père à son âme, Sekou Bamba. Exactement. Monsieur Nguessan, Gbaou Jean-Marie. Très bien. Voilà. C'est la dernière belle époque. On avait 2002, 2001, voilà, 2002. par là. Alors là, en ce moment, le club est en deuxième division. C'est bien ça, le stade en deuxième division. Je veux dire, si on ne fait rien, ou alors vous les anciens joueurs, si vous ne faites rien maintenant, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas fin aux problèmes que vous posez là, les tiraillements qu'il y a entre les anciens joueurs et les dirigeants, si on ne fait rien maintenant, ce club mythique qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs en 1966, qui a été le premier en Côte d'Ivoire, ce club-là risque de disparaître à jamais. Ben, c'est pas faux, mais je dirais que lorsque, par exemple, l'actuel président est arrivé, il a eu à intervenir pour dire que, bon, voilà, je prends l'union. Mais est-ce qu'il a joint latte à la parole? Vous voyez, quand vous regardez Bakayoko Ibrahim, qui veut briguer, par exemple, certainement un mandat, voilà, vous avez Oumar Ben Salah qui est là, il y a Didier Otokoré, il y a Traoré Lassina, mais est-ce que le président a convoqué une réunion dans le but de réunir ses enfants? Donc là encore, il y a encore un autre problème. Parce qu'à la tête, comme je l'ai dit, j'ai donné un bel exemple de village. À la tête, lorsque le père des familles n'arrive pas à porter le manteau des rassembleurs, ça cause énormément de problèmes. Donc en dehors de ça, il y a quand même une politique, sinon il faut avoir l'amabilité et le courage de le dire, il y a une politique d'exclusion. Voilà. Lorsque, par exemple, on ne partage pas, vous voyez, on ne partage pas votre vision, on vous met à l'écart et on vous traite, par exemple, de révolutionnaire. Et donc, quand c'est comme ça, il y a des frustrations. Et au fur et à mesure, ce sont ces résultats emmagasinés de frustration en frustration qui ont fait qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes du stade d'Abidjan regardent du revers de la main l'évolution de l'équipe et puis bon, ils s'en tapent. C'est vrai que, étant loin, ça leur fait énormément mal, comme moi, par exemple. Depuis janvier 2019, le 5 janvier 2019, moi, je suis carrément resté en dehors et je n'ai pas reçu un coup de fil du stade d'Abidjan. D'accord. Alors que, bon... Moi, j'envisageais, en tant que formateur, comme j'ai une académie, de signer un partenariat en vue de permettre à ces enfants-là d'avoir une visibilité progressive. Vous voyez, quand vous jouez, par exemple, quand vous êtes dans la génération des cadets, minimes cadets, juniors, seniors, mais après votre formation, il faudrait que vous ayez un club dans lequel vous arrivez à compétir. Et en fonction de cette compétition-là, que vous devenez fort, et puis peut-être vous pouvez briguer, peut-être tenter une carrière professionnelle ou pas. Vous voyez. Donc au niveau du stade d'Abidjan, il y a cette cassure. On comprend bien. Il y a beaucoup de problèmes au stade. Effectivement, effectivement. Dernière question, coach. Je suis désolée parce qu'on est aussi pris par le temps. Est-ce que vous avez été approché par d'autres clubs depuis? Bon, depuis, je dirais non. Parce que j'ai pris un peu de recul pour me consacrer un peu à mon académie. Voilà, et je pense que ça évolue très bien. Oui. Voilà, je pense personnellement que d'ici peu, puisque j'ai signé un partenariat avec un club des districts où la jeune génération qui ont joué le championnat U17 l'année dernière, et ces éléments-là, on peut faire monter l'équipe en division régionale. Donc petit à petit, avec les U13 et les U15 qui vont bientôt jouer aussi le championnat national, il y aura une évolution de façon progressive. Et je pense que petit à petit, les choses vont s'ouvrir à moi et à mes jeunes académiciens. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici à la maison. Pas de souci. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et cette ambiance, et puis bon, voilà, c'est une ambiance familiale. Allez sauver le stade d'Abidjan. Voilà, le stade d'Abidjan. Bon, de toute façon, c'est la famille. Exactement. Et puis bon, quel que soit le recul, le stade d'Abidjan, c'est dans le sang. Et puis bon, voilà, ce qui est très difficile pour nous,
comme vous l'avez si bien dit, Oui. le stade d'Abidjan, lorsque on sait que Traoré Lassina, vous êtes stade d'Abidjan, sans stade d'Abidjan, c'est pas aussi facile quand même pour des clubs de vous faire appel. Ça, c'est quand même un peu technique. Oui. Voilà, que je voulais quand même ajouter. D'accord. Mais n'empêche que quand même le Stade d'Abidjan reste notre club phare. Et puis ça. bon, nous souhaitons vraiment remonter le plus rapidement possible. Et on espère vous retrouver en tout cas très bientôt hein, sur les bancs d'une équipe. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. Hein, pas mal de choses à vous proposer. Juste après la pub, on va parler de Messi, hein, contre le Barça, du moins. On va vous donner les dernières infos. On parlera également d'Ibrahim Sangaré, l'homme qui vaut 6 milliards. Eh bien, ce sera juste après la pub. Et une petite information de dernière minute qui vient de tomber. On en parlait hein, du meeting de Marseille. Et oui, avec Marie-Josée Talou. Eh bien, Marie-Josée Talou a remporté son 100 mètres. Donc, elle est arrivée première avec 11 secondes et 40 centièmes. Donc voilà, c'est la première compétition qu'elle remporte hein, depuis la reprise suite à cette pandémie. On est super contents, on est super fiers d'elle. Voilà, allez, à tout de suite.